Je pense que Uber est surtout né d'une idée. D'ailleurs, l'idée est née à Paris. C'est né d'un besoin. C'est les deux fondateurs, Travis Kalanick et Garrett Camp, qui étaient à Paris. Ils sortaient de la conférence Le Web. Ils avaient beaucoup de difficultés à trouver un taxi. Et donc, ils ont eu cette idée assez folle de développer une application qui permet de commander une voiture avec un chauffeur en un clic. Ils sont partis aux États-Unis, ils ont lancé ça il y a 5 ans, et puis très rapidement, 1 an après, ils sont revenus à Paris pour lancer Uber en France. Donc c'était il y a 4 ans, on va fêter nos 4 ans dans quelques jours. Donc je pense que l'idée, c'est surtout de répondre à un besoin, de le faire bien, d'utiliser la technologie, l'innovation, et puis ensuite de se concentrer sur l'expérience, puisque l'expérience c'est primordial chez nous. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Si on devait définir l'ubérisation appliquée au droit, ce serait probablement la fourniture de services juridiques à la demande, c'est le premier point, à coût fixe et avantageux, à moindre coût, un service plus abordable et clairement déterminé en termes tarifaires, dans le cadre d'une activité fortement réglementée. Notre intuition, c'est de dire, en termes d'accès au droit, il y a la tendance très forte, c'est que en termes de recherche de solutions juridiques, on va de plus en plus, qu'on soit petite entreprise ou particulier, démarrer par une recherche sémantique sur un moteur de recherche Internet. La première brique qu'on a voulu développer, c'est une brique logicielle. Donc, on a identifié des besoins qui étaient suffisamment volumétriques sur Internet pour être intéressants et qui faisaient l'objet d'une faisabilité juridique. Donc typiquement, ce qu'on vous propose de faire sur legastart.fr sont des choses qui ont un degré de sophistication juridique relativement limité. 85% du contenu de la plupart des documents juridiques dans la plupart des domaines du droit sont standards. Donc on vous propose de créer votre entreprise, de recruter un salarié, de protéger votre marque, de recouvrer une facture impayée grâce à un logiciel, avec le minimum de temps et avec des prix Internet. C'est ça le concept legastart.fr. Lorsqu'on a commencé Uber, on était 3 dans un bureau. Moi, j'étais même pas là encore. Je suis arrivé quand on était 8 ou 9. Aujourd'hui, on est 65, si je me trompe pas, 68. Donc, je sais pas combien on est dans la salle, mais c'est probablement autant à Paris. Et en termes de chiffres, aujourd'hui, on travaille à peu près avec environ 10 000 chauffeurs partenaires en France. Et on travaille aussi sur la mobilité de 1 300 000 personnes en France. C'est le nombre de personnes qui sont inscrites sur Uber. Donc imaginez qu'on soit tous ici dans cette pièce à gérer 10 000 chauffeurs partenaires et un peu plus d'1 million d'utilisateurs. C'est assez important. Nous, on va continuer sur cette démarche. Lorsqu'on avait lancé Uberpool, on était à peu près à 450 000 utilisateurs et il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la croissance, évidemment, elle est très très forte. Lorsque je suis arrivé chez Uber il y a 2 ans, on était présent dans 66 villes dans le monde. Aujourd'hui, on est présent dans 66 pays dans le monde et 370 villes dans le monde. Donc c'est assez impressionnant. Nous, on a lancé le site commercialement en début 2014. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes chez legastart.fr. On a servi environ 25 000 utilisateurs depuis la création. Donc 4 ici. On a une moyenne d'environ 100 000 visiteurs uniques mensuellement. Et on a une croissance qui est... alors c'est des gros chiffres par rapport sur une histoire qui est encore relativement réduite, mais on a une croissance sur 2015 qui est de l'ordre de... en termes de chiffre d'affaires, qui est de l'ordre de 550%. Donc on est sur une courbe intéressante.
Au niveau marketing, c'est vrai qu'on fait les choses un petit peu différemment par rapport à d'autres entreprises un peu plus traditionnelles. Notre métier, c'est évidemment de faciliter la mobilité de millions de personnes dans le monde tous les jours. Et puis de temps en temps, on lance des opérations marketing. Alors les opérations marketing, en général, c'est sur une demi-journée, une journée, parfois 2 journées. Et donc on va utiliser la technologie Uber pour vous faire vivre une expérience différente. Donc là, par exemple, à partir de demain, donc demain et après-demain, vous aurez la possibilité de commander un sapin de Noël par l'application Uber, et vous commanderez, vous appuyez sur le bouton, et en 10 minutes, vous avez un sapin de Noël qui arrive chez vous. Donc ça, c'est une opération qui nous permet de montrer un petit peu, de faire une démonstration de notre technologie, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire autre chose que du transport de personnes, et ce sont des opérations qui, en général, sont annoncées le jour même, ou voire la veille, et qui font beaucoup de bruit, parce que c'est assez extraordinaire. Donc on a fait beaucoup d'opérations de ce type, et donc c'est un petit peu notre marketing, c'est de casser un petit peu la routine, et d'apporter toujours une expérience supplémentaire. Je crois que j'ai pris mon premier RTT la semaine dernière, en 2 ans. C'est ça un peu le. Je pense qu'on est tous passionnés. On est tous passionnés autour de ce projet. On est tous réunis tous les jours pour travailler. Et on a passé beaucoup de temps, notamment au début, lorsqu'on avait une toute petite équipe. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'être autonome, d'être responsable, de ne pas hésiter à prendre en main des projets, de ne pas hésiter à challenger les autres et à se faire challenger. C'est très important. Et donc ça, on adore le faire chez Uber. Dès qu'il y a une décision qui doit être prise, il ne faut pas hésiter à la confronter aux autres. Et donc, au quotidien, c'est ça, c'est un petit peu être entrepreneur dans l'entreprise. Et moi, j'ai pas vraiment le sentiment d'être salarié. Je suis salarié, mais en fait, je me considère comme étant vraiment entrepreneur dans l'entreprise. Alors, notre business model, c'est très simple. Lorsque vous payez une course, vous payez 10 €. Il y a 8 € qui vont au chauffeur partenaire et il y a 2 € qui vont chez Uber. Ça, c'est notre business model à la base. Donc, il y a 20% qui sont prélevés par Uber. Et je vais juste revenir sur la notion de complémentarité entre Uber, les VTC et les autres moyens de transport. On dit souvent que Uber remplace les taxis, c'est vraiment pas du tout la réalité. Je pense on fait partie d'un écosystème. Il y a les taxis d'un côté, il y a Uber, les VTC, il y a tous les transports en commun, il y a les solutions partagées, il y a Autolib, il y a Vélib, et donc on fait partie de cet écosystème. Et il y a un élément dans l'écosystème que l'on ne souhaite pas forcément voir, c'est la voiture individuelle. Il y en a à peu près 1 milliard sur la planète. Elles sont utilisées à hauteur de 4% du temps, et le reste du temps, elles sont garées, elles occupent de l'espace. L'espace urbain, à Paris, c'est à peu près 15% d'espace. Et donc ces voitures, on a une certaine vision par rapport à ça, et on espère que dans quelques années, on pourra aller à Paris, se balader dans la rue, et qu'il n'y aura pas des voitures garées partout, et uniquement des solutions partagées. Le taxi, c'est une solution partagée. Autolib, c'en est une. Les transports en commun, c'en est une. Uber également. Et pour rapporter un dernier chiffre aussi, lorsqu'on a débuté Uber à San Francisco, le marché des taxis faisait une certaine taille. Aujourd'hui, Uber seul à San Francisco, c'est 3,5 fois ce marché. Donc on n'est pas là pour remplacer les taxis, mais pour créer un nouveau marché. Alors, question, pour sortir un petit peu d'Uber ou pour sortir de legalstart.fr, quels sont selon vous les secteurs qui vont, entre guillemets, basculer dans l'ubérisation demain, si vous en avez en tête? Je pense que ce qui est intéressant, petite parenthèse sur Uber, mais Uber, c'est évidemment répondre à un besoin, le besoin de se déplacer. C'est un besoin qui est très important, que rencontre tout le monde. Il y a un autre besoin, c'est le besoin de se nourrir. Et je pense que sur l'aspect restauration, il y a un vrai changement qui est en train de se produire, notamment en France. Il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Il y a Deliveroo qui est arrivé de Londres, qui fonctionne très bien. Il y a une start-up française qui s'appelle Foodcherry. Il y a beaucoup de start-up qui sont en train de se créer, qui sont en train de se lancer, qui se développent là-dessus, où il y a effectivement le recours à des livreurs qui vont faire l'intermédiaire entre des restaurants. Il y a différents modèles, différents business models. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Lorsqu'on prend le métro aujourd'hui à Paris, on voit beaucoup de publicité sur les services de restauration, de livraison. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un vrai déclic. C'est quoi les métiers de demain, justement? Est-ce qu'il y en a qui vont exister, qui sont en train d'émerger, ou finalement les qualités des gens vont faire qu'ils vont... Enfin, peu importe le secteur d'activité, en fait. Je pense que dans le domaine des technologies, il y a évidemment ce qu'on appelle le big data. Et donc, il y a un métier qui émerge en ce moment, c'est data scientist. Ça, c'est vraiment un métier qui est très, très prisé.
Il y a beaucoup de demandes de la part des startups. Il y a beaucoup de personnes qui partent à l'étranger et on aimerait qu'elles restent plutôt en France. Mais c'est vraiment un métier très recherché en ce moment. Donc c'est une belle perspective. En fait, j'allais dire la même chose, quasiment, parce que dans le domaine juridique, il y a une masse d'informations juridiques qui est considérable, et donc il y a énormément de projets qui se mettent en place pour identifier des outils qui permettent d'exploiter cette data. Donc beaucoup de métiers qui vont se développer autour de ça. Pareil, toujours dans le domaine juridique, sur tout ce qui est prédictif. Donc, il y a des outils prédictifs sur l'outcome d'un procès, sur des éléments statistiques par rapport à des situations juridiques. Là aussi, il y a pas mal de choses qui vont bouger dans ce sens-là. Nous, notre vision de Uber à l'avenir, effectivement, c'est plus des grosses berlines luxueuses qui coûtent extrêmement cher, qui polluent. C'est une petite bagnole fiable, simple, la plus autonome et écologique possible, qui va pouvoir balader des gens. D'ailleurs, vous l'avez peut-être constaté, on a commencé à avoir quelques Zoé sur le réseau Uber à Paris. Et voilà, il va falloir en même temps transmettre ça aux gens, aux utilisateurs comme aux chauffeurs, et dire que ce métier-là, c'est un métier de service simple, qui ne doit pas polluer, qui doit être le plus fonctionnel possible. Donc c'est ça l'avenir, c'est des petites voitures, c'est pas forcément la grosse berline, et du coup, ce sera pas forcément le chauffeur en costume, mais s'il est habillé correctement et que sa note est toujours la plus proche de 5 sur 5 parce que lui vous rend la prestation que vous souhaitez, et que vous-même, en tant que passager, qui êtes aussi noté par les chauffeurs, vous êtes tout à fait cordial et tout se passe bien, qu'il n'y a pas de véhicule dégradé, c'est vers ça pour tendre toujours à un niveau qui soit le plus accessible à tous. 2016, pour nous, c'est essayer de ne pas tout faire à la fois, pas tout faire en même temps, de bien prioriser. Et nos priorités, c'est la satisfaction client. C'est vraiment arriver à avoir un taux de satisfaction qui soit très élevé, diversifier notre offre de produits, migrer vers le mobile de plus en plus, et attaquer cette deuxième problématique au-delà, donc parallèlement à la mise en place de solutions en do-it-yourself, de favoriser, travailler avec les avocats, favoriser l'identification des avocats, la mise en relation, la transparence du marché. 2016, essayer de permettre toujours plus de passagers et de chauffeurs de conduire, essayer de démystifier un peu ce qui se passe, de simplifier la relation, de sortir du conflit, de la bataille, pour revenir vers quelque chose qui est simplement ce qui se passe, un produit simple qui permet à des gens de travailler et à des personnes de se déplacer, avec un vrai travail qui aura lieu en parallèle aux élections présidentielles de 2017, qui va être essayer de voir comment les futurs candidats se positionneront sur le sujet. Et je ne vous cache pas que pour nous, l'enjeu, c'est de voir comment réguler et accompagner l'essor du transport à la demande, mais sortir d'une logique binaire qui est c'est bien ou c'est mal, c'est là, ça va se développer. Il faut que ça se développe le mieux possible, de manière la plus encadrée possible, que ça soit bénéficiaire à tous. Voilà, c'est ça l'enjeu.